Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi? Qu'est-ce qui vous en veut à ce point? Je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. La personne qui a appelé a dit le chef. Mais pourquoi? Vous êtes le chef? Le chef, il m'appelle le chef depuis que je suis passé agent de maîtrise, c'est tout. Est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. Bonsoir, la vérité tient-elle au bout d'un stylo? La science va-t-elle permettre d'élucider, 36 ans après, la plus spectaculaire affaire criminelle française? L'affaire Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé sans vie dans les eaux glacées de la Vologne. L'enquête, toujours ouverte à Dijon, a entraîné un feuilleton judiciaire sans précédent, fait de rebondissements toujours plus surprenants et dramatiques. La mort du cousin des Villemain, Bernard Laroche, tué par Jean-Marie Villemain, le père de l'enfant, Christine Villemain, inculpée à tort pour le meurtre de son fils avant d'être totalement mise hors de cause, puis plus récemment, les accusations visant les époux Jacob, l'oncle et la tante de Jean-Marie ou encore Muriel Boll. Rien n'a permis cependant d'identifier l'assassin. On ne va pas refaire ce soir l'affaire Grégory, mais s'intéresser avec nos invités aux dernières chances de voir jaillir la vérité, grâce aux toutes dernières analyses scientifiques. Tout d'abord, les expertises des lettres et des messages du corbeau qui annonçaient avant l'heure le pire. Connaître le corbeau, ce serait connaître l'assassin. Et puis, les nouveaux examens ADN, techniques qui progressent chaque jour à pas de géant. Examens qui pourraient être pratiqués sur plusieurs scellés, notamment l'anorak du petit garçon empoigné par son tueur et qui n'a pas révélé tous ses secrets. L'affaire Grégory, la science va-t-elle percer le mystère de la Vologne? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Grégory et les tout derniers rebondissements de l'enquête. Une série d'expertises scientifiques qui vont peut-être donner la clé de cette énigme qui débute par une tragique découverte au fin fond d'une étroite vallée des Vosges à l'automne 1984. Ce 16 octobre 1984, à 21h15, le corps sans vie du petit Grégory Villemain, 4 ans, est découvert pieds et poings liés dans la Vologne, entre le pont et le barrage de Docelles, une commune des Vosges. L'enfant porte un anorak bleu. Il est sorti de l'eau par un pompier. Un photographe local immortalise la scène. L'enfant, fils de Jean-Marie et Christine Villemain, a été retrouvé à 6 km de sa maison, posée sur les hauteurs de l'Épange sur Vologne. 4 heures auparavant, il jouait devant chez lui alors que sa mère faisait du repassage à l'intérieur. Personne ne sait qui a pu l'enlever, l'emmener jusqu'ici et abréger aussi brutalement son existence. L'affaire fait aussitôt le tour de Docelles et des alentours. Personne n'a rien vu, ni sur la route qui mène à la maison des Villemain, ni aux abords du pont de Docelles. Les gendarmes ne disposent pas de témoignages probants. Les indices sur la scène de crime sont quasi inexistants. Les enquêteurs sont face à un acte gratuit, pervers, incompréhensible. Ce qui va s'appeler l'affaire Grégory débute en fait réellement au lendemain de la découverte du corps. Ce qui pouvait encore relever d'un meurtre gratuit ou même d'un accident qui aurait pu être mis en scène, ces hypothèses volent en éclats avec la découverte d'une lettre. Celle-ci est adressée à Jean-Marie Villemain. C'est une lettre anonyme, postée à l'Épange la veille, quelques heures avant la mort de Grégory, 17h15, et l'heure d'oblitération qui figure sur l'enveloppe. Le courrier, une page manuscrite rédigée dans une écriture cursive et désordonnée, est en fait une revendication du meurtre, avec ces mots: « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Un corbeau plein de rancœur, de toute évidence l'assassin, ou dans tous les cas celui qui a organisé cette sordide exécution. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils apprennent que le corbeau s'est également manifesté la veille auprès de Michel Villemain, l'un des frères de Jean-Marie, pas par courrier, mais par un coup de fil. La voix rauque d'un homme qui laisse alors ce message: « Je te téléphone car cela ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. » La communication
L'information a été passée à 17h35, quelques heures avant la découverte du corps. Le crime était donc largement prémédité, un acte suscité par une terrible haine à l'encontre de Jean-Marie et Christine Villemain, et peut-être à l'encontre de tous les Villemain, un secret qu'il va falloir percer. Bonsoir maître François Saint-Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats des parents Villemain avec maître Chostan-Morand et maître Moser. On va évidemment parler de ces corbeaux qui sont en filigrane tout de suite derrière ce crime. On va énumérer tout à l'heure leur apparition dans le dossier, tous ces coups de fil, ces lettres, et savoir si le corbeau va enfin pouvoir être identifié. Mais dites-nous tout de suite, maître Saint-Pierre, pourquoi... à l'époque, qu'est-ce qui anime cette haine contre les Villemain ? Qu'est-ce qui se passe pour écrire des choses pareilles et les prononcer ? C'est la source de l'énigme. Cela remonte à des années et des années. Il faut bien se rendre compte que nous étions dans les années 1980, il y a 40 ans, dans une vallée, la Vologne, qui était autrefois une vallée rurale, qui s'était industrialisée. Il y avait plusieurs usines et il se trouve que Jean-Marie avait évolué dans l'entreprise. Et il explique, dans le passage que vous avez diffusé tout à l'heure, le petit son qui était à l'ouverture, que cette promotion sociale avait attisé contre lui des haines. Bon, mais enfin, ça ne justifie absolument pas, c'est évident, la cabale qui s'est développée contre lui, les lettres anonymes, les appels anonymes, et évidemment pas l'assassinat de son enfant. Alors pourquoi cette haine? C'est inexplicable. Peut-être que Thibaut Solano a une meilleure analyse de cela, parce qu'il a beaucoup travaillé le sujet. Mais pour nous, 40 ans après, revenir sur la source de ce crime, c'est énigmatique. Thibaut Solano, justement, vous êtes également ce soir présent dans le studio de l'heure du crime et je vous en remercie. Vous êtes journaliste à Marianne, c'est bien ça, pardon. Journaliste à Marianne, vous êtes auteur du livre La Voix Rock, aux éditions Les Arènes, titre formidable parce que la voix rock, c'est évidemment celle du ou des corbeaux. On va en parler. Je vous repose la question, pourquoi cette haine vis-à-vis de Jean-Marie Villemain, qui est quand même une cristallisation de colère? Alors, il faut savoir qu'effectivement, on était dans un huis clos, en fait. Un huis clos, on est sur des communes de peu d'habitants, où tout le monde se connaît depuis toujours. Et en fait, on dirait que ce huis clos agit un peu comme un accélérateur des haines. C'est-à-dire, ce sont des haines qui parfois remontent à très longtemps, des frustrations, des jalousies, qui partent parfois de rien. C'est-à-dire, pour rien, on peut se disputer le dimanche, on peut même se battre entre frères. C'est arrivé à deux frères de Jean-Marie Villemain à l'époque, dans les années 80. Et des choses a priori anecdotiques peuvent prendre effectivement une ampleur démesurée parce qu'on est un peu comme des lions en cage en fait. C'est ça. On est dans un huis clos un petit peu infernal où tout le monde se regarde en chien de faïence, si je puis dire. Voilà. Et donc il y a l'apparition de ces messages qui sont totalement orduriers, on va y venir et évidemment les développer. Maître Saint-Pierre, déjà à l'époque, au tout début de cette affaire, alors on est vraiment au balbutiement, détenir l'identité du corbeau ou des corbeaux, c'est connaître l'assassin. Vraisemblablement, encore que l'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs personnes, que le corbeau ne soit pas celui qui a assassiné l'enfant, mais qu'il y ait un lien entre eux. Vous savez, quand on évoquait ce passé des années 80, je me rends compte à quel point aujourd'hui, les affaires criminelles sont investiguées de manière différente. La police scientifique, les preuves technologiques ont tout changé. Bien sûr. Un crime comme celui-ci serait commis aujourd'hui, à mon sens, avec le bornage des téléphones, avec les différents... Complètement d'accord. Ça ne mettrait pas une semaine à être réalisé. D'ailleurs, un petit mot, si vous voulez bien, mais l'autopsie, par exemple, peut-être Thibaut Solano peut répondre, mais l'autopsie du petit Grégory, elle est vraiment imparfaite. Elle va être très critiquée. Il est certain que les autopsies sont faites aujourd'hui suivant des protocoles beaucoup plus rigoureux. Celle-ci a été mal faite, tout le monde s'y accorde. Mais enfin, c'est quelque chose qu'on a retrouvé longtemps dans différentes affaires criminelles, des autopsies pas très bien faites, c'est comme ça. C'est beaucoup mieux fait maintenant, ça fait partie des raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas pu être élucidée plus rapidement et ne l'est toujours pas aujourd'hui.
Thibaut Solano, un petit mot là-dessus sur le fait, cette impréparation finalement de l'enquête au début qui est compliquée. Bien sûr, on est avec aussi des personnalités qui sont assez jeunes de tous les côtés, notamment le magistrat. On est au début sur une affaire qui peut-être semble facile à résoudre. Et peut-être que tout n'est pas bien mené dès le départ parce qu'on pense qu'on va trouver facilement le coupable dans ce petit huis clos, justement, comme on le disait. Et du coup, effectivement, des choses techniques sont négligées dès le départ, à tel point que finalement, on ne sait pas vraiment de quoi est mort Grégory Villemain. Et en fait, tous ces oublis, toutes ces négligences vont s'accumuler et après vont se confondre avec d'autres explications, notamment la responsabilité du magistrat de l'époque, le juge Lambert. Le juge Lambert, bien sûr. Donc on reparlera peut-être de lui, mais il y a plusieurs choses aussi qui se mélangent et qui aboutissent à cette non-résolution d'énigme. Des comparaisons graphologiques, les premières du dossier, vont être rapidement effectuées. L'attention se porte évidemment sur ce fameux corbeau qui se cache derrière ce crime insoutenable, la mort d'un enfant. L'affaire Grégory, les corbeaux et l'ADN, la science au chevet d'un dossier non résolu, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Grégory. 36 ans de mystère, mais peut-être de nouvelles avancées scientifiques qui vont permettre de faire la lumière. Dès 1984, ce sont les corbeaux et la graphologie qui intéressent les enquêteurs. Les gendarmes ne perdent pas de temps pour lancer de premières expertises. Dès le 18 octobre 1984, soit 2 jours après la découverte du corps, ils organisent pendant plusieurs jours une épreuve de dictée. Il s'agit pour les quelques 140 membres ou proches de la famille Villemain de fournir, sous l'œil des enquêteurs, des pages d'écriture. Tout le monde est ainsi invité à retranscrire le dernier message du corbeau, celui adressé à Jean-Marie Villemain et qui revendique le meurtre de Grégory. L'épreuve est fastidieuse, mais elle est nécessaire. Des experts graphologues vont ensuite examiner ces dizaines de copies et les comparer à l'écriture du corbeau. La graphologie n'empêche pas pour autant les gendarmes de conduire leur enquête tout azimut. Témoignages, moulage de traces de pas sur les bords de la Vologne, relevé d'empreintes, emploi du temps des uns et des autres, etc., etc. Si le corbeau intéresse autant les gendarmes, c'est qu'il revendique bien évidemment le crime, mais c'est aussi parce que cela fait des années qu'il empoisonne la vie du clan Villemain. Les premiers appels du corbeau seraient datés du mois de janvier 1981, 3 ans avant la mort de Grégory. Les grands-parents Villemain sont alors visés par ces appels malveillants. Quelqu'un qui décroche, se tait, laisse entendre une simple respiration ou de la musique à fond sonore, puis raccroche. Au mois de juillet 1981, Jean-Marie et Christine Villemain, qui viennent tout juste de faire installer le téléphone dans leur nouvelle maison, reçoivent aussi ces appels anonymes. Un inconnu à la voix rauque leur parle et fredonne parfois de petites chansons. Chef, un petit verre, on a soif, dit l'inconnu en s'adressant au chef, le surnom de Jean-Marie Villemain. En septembre, Albert et Monique Villemain sont submergés de coups de fil. Des insultes, des avertissements, des incitations au suicide pour Albert. Le 30 novembre 1982, Albert Villemain, à bout de nerfs après avoir entendu cette voix quasiment inaudible, avoir reçu 27 appels menaçants, porte plainte à la gendarmerie pour violence et voix de fait. Les gendarmes demandent que les conversations soient enregistrées, mais le corbeau ne sera pas démasqué. Un corbeau téléphonique qui sait aussi écrire. Le 4 mars 1983, il se manifeste pour la première fois sous la forme d'un mot manuscrit glissé entre les volets de la maison des Villemain. Le corbeau affirme « Je vous ferai votre peau à la famille Villemain ». Villemain étant mal orthographié, A-I-N à la fin au lieu de I-N. Le tout est rédigé en lettres majuscules, lettres bâton, tracées semble-t-il à l'aide d'une règle. Le 27 avril, nouveau courrier adressé celui-ci à Monique et Albert Villemain. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Si vous ne le faites pas, j'exécuterai mes menaces que j'ai fait au chef. À vous de choisir la vie ou la mort, dit notamment ce courrier, truffé de fautes d'orthographe, peut-être volontaires. Les mots chef, bâtard, famille et mort sont soulignés. Autre lettre d'injure, le 17 mai en lettres cursives cette fois, qui se conclut par ces mots en capitale.
adieu, mes chers cons. Thibaut Solano, auteur du livre La Voix Rock aux éditions Les Arènes. La Voix Rock, c'est évidemment celle du Corbeau, et dans votre ouvrage, qui est formidable et que je conseille d'ailleurs aux auditeurs, précipitez-vous sur ce livre, c'est les tout débuts de l'affaire Villemain, c'est même avant évidemment la mort du petit Grégory. Un corbeau qui téléphone, un corbeau qui écrit, est-ce que ce sont les mêmes, Thibaut Solano ? Alors, sur les appels téléphoniques, qui sont les premières manifestations, certainement, les plusieurs centaines d'appels passés à cette époque-là n'ont pas été passés par les mêmes personnes. Plusieurs protagonistes du dossier l'ont reconnu d'ailleurs. Pour démasquer le corbeau, certaines personnes victimes de ces agissements ont pu elles-mêmes appeler d'autres personnes en se faisant passer pour lui. Ensuite, il y a les lettres. Les lettres qui arrivent effectivement à peu près au printemps 83, c'est-à-dire au moment où Monique Villemain, la grand-mère de Grégory, l'une des cibles principales du Corbeau, raconte à tout le monde que les gendarmes vont mettre les téléphones sur écoute. Sur écoute, c'est ça. Donc il y a une explication logique qui nous fait passer d'appels au domicile vers d'abord des appels au bureau ou dans les usines où chacun travaille, pour être sûr de ne pas se faire attraper, et ensuite vers les courriers. Je pense qu'il y a des revendications, des mots qui sont communs entre certains appels et les lettres, et notamment l'obsession du chef, c'est-à-dire la haine qui est portée contre Jean-Marie Villemain. Et donc tout ça laisse penser qu'effectivement il y a au moins un corbeau, peut-être. C'est un peu votre thèse et votre idée, d'ailleurs, qui est partagée par beaucoup d'enquêteurs, c'est de dire qu'il y a plusieurs corbeaux finalement. Oui, je pense 2 ou 3. Je pense plutôt à un couple de corbeaux. Un couple de corbeaux. Puisqu'il y a une voix féminine aussi, il faut le dire. Absolument. Je ne l'ai pas dit dans le récit, mais il y a une voix de femme qui intervient. Tout à fait, une voix féminine, qu'entend notamment Jean-Marie Villemain, qu'entendent des commerçants du coin qui sont victimes même de canulars téléphoniques assez morbides. Et même une fois, Jean-Marie Villemain reçoit un appel à son bureau, à l'usine, et il entend la voix rauque, la voix masculine lui parler, et en fond sonore, une voix féminine qui semble rire. Oui, alors là, Maître François Saint-Pierre, c'est important là, cette communication que va recevoir Jean-Marie Villemain, parce que finalement là, il va être directement menacé. Je crois que le corbeau s'en prend tout d'abord à sa femme, et puis Jean-Marie Villemain va un peu jouer avec le corbeau. Il va dire, mais je fais ce que je veux, puis j'ai une femme, je peux en retrouver une autre. Par contre là, le corbeau va lui dire, je vais m'en prendre à ton fils. C'est bien ça. Et il faut bien se rendre compte du climat d'anxiété dans lequel vivait Jean-Marie Christine Villemain. Ces appels les ont terriblement inquiétés. Et terrifiés, bien sûr. Terrifiés. Il y a eu des phases plus ou moins denses, des phases ralenties, jusqu'à octobre 84. Ils ont été persécutés, harcelés par ces corbeaux pendant toute cette période. Et le livre de Thibaut Solano en rend parfaitement compte. Alors pourquoi c'est impossible de les identifier À l'époque, on n'a pas la technologie. On ne peut pas tracer les téléphones à l'époque, c'est ça ? Même filaires, puisque ce sont des téléphones, il n'y a pas de portable à l'époque. Les gendarmes voulaient mettre en place un dispositif, c'est-à-dire que lorsque Monique Villemain, par exemple, recevait un appel du Corbeau, elle ne devait pas raccrocher à la fin de la conversation, et on aurait pu peut-être trouver la personne. Mais ils n'ont pas eu le temps de mettre en place ce dispositif, puisque cette stratégie a été éventée, parce que Monique Villemain parlait beaucoup de ce qui lui arrivait autour d'elle, et du coup on n'a jamais pu utiliser cette technologie primaire de l'époque. Faut savoir que le téléphone arrivait dans certains foyers. Oui, et il arrive d'ailleurs chez Jean-Marie Villemain, et c'est à partir de là qu'il va y avoir ce déferlement d'appels. Encore un tout petit mot, François Saint-Pierre, sur la graphologie. C'est important ces premières analyses, même si on sait qu'elles vont pas apporter grand-chose finalement. Mais nous avions là des éléments, des preuves matérielles, documentaires, qui pouvaient permettre d'identifier là où les personnes qui avaient rédigé ces documents. Tout à l'heure, on évoquait les difficultés des départs de l'enquête. Moi, je crois que les services de gendarmerie, sous les ordres du capitaine Sesma à l'époque, ont fait le travail et l'ont très correctement fait. Ils se sont heurtés à un mur de silence. Le problème a été la gestion de l'affaire, il faut le dire, par le juge d'instruction, Monsieur Lambert. À son âme naturellement. Mais enfin, des expertises avaient été ordonnées pour exploiter ces documents, et pour des erreurs grossières de procédure, elles ont été annulées par la justice. Le formalisme judiciaire, c'est la protection de la liberté individuelle, très bien, mais en l'occurrence, ça a ruiné l'enquête.
Des expertises graphologiques qui vont effectivement être contradictoires. Elles vont accuser successivement Bernard Laroche, puis Christine Villemain, puis bien plus tard désigner la grand-mère de Grégory, Monique Villemain. Rien de probant, donc rien de définitif. La stylométrie va donc remplacer la graphologie. L'affaire Grégory, le secret va-t-il être levé grâce aux experts? C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. Rendez-vous dans un instant sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure du crime, retour sur l'affaire Grégory, ou plutôt sur les derniers rebondissements. Une course engagée avec de nouvelles méthodes scientifiques pour déterminer notamment qui a rédigé les lettres anonymes revendiquant la mort du petit garçon. Le 14 juin 2017, 32 ans après l'assassinat de Grégory, l'enquête est relancée de façon spectaculaire. Marcel Jacob, oncle de Jean-Marie Villemain, et Jacqueline Jacob, son épouse, sont interpellés dans leur maison d'Aumonzé. Ils sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Marcel Jacob est soupçonné d'être le corbeau. Un an plus tard, ces mises en examen sont annulées. Muriel Boll, au début de l'enquête, soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement de Grégory, est interpellé, réinterrogé, un temps incarcéré, mais pas de poursuite au terme d'une épineuse bataille juridique. La justice va alors faire feu de tout bois pour faire rebondir le dossier. Le 15 mars 2018, le journal L'Est républicain révèle que de nouvelles expertises sont programmées. Des tests psychologiques et l'appel à la stylométrie, une technique innovante et inconnue en France. Cette dernière mission a été confiée à un laboratoire suisse, Orpha Analytics. La stylométrie n'a rien à voir avec la graphologie, elle est utilisée depuis longtemps dans le domaine de la littérature, notamment pour détecter des plagiats ou savoir qui se cache derrière tel ou tel pseudonyme. La société suisse spécialisée dans ce domaine a créé des logiciels spéciaux qui analysent non pas l'écriture proprement dite, mais la syntaxe, l'assemblage des mots, les tournures de phrases. Pour l'affaire Grégory, il s'agit évidemment de comparer des écrits, des notes, des lettres de personnes gravitant ou ayant gravité autour des Villemain afin de voir si cette façon d'écrire match avec les lettres du corbeau. Rebondissement début décembre 2020, 2 ans plus tard après le lancement de l'opération Stylométrie, le nouveau magistrat chargé d'instruire le dossier Grégory, Dominique Brault, président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, procède à une série d'auditions. Des personnes proches des Villemain ou appartenant à l'entourage familial. Selon le journal Le Parisien, les expertises de stylométrie auraient permis de confondre le ou les auteurs présumés des lettres anonymes, de mettre un ou plusieurs noms sur le ou les corbeaux. Les avocats de la défense sont circonspects, voire même critiques. Maître Stéphane Jurana, avocat de Jacqueline Jacob, dit qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil et que la justice n'apprend pas de ses erreurs. Maître Welzer, avocat de Marie-Ange Laroche, la veuve de Bernard Laroche, affirme que cela fait 36 ans que la justice patauge. Je crains, dit-il, de nouveaux dérapages. Maître François Saint-Pierre, ce soir, l'un de nos invités dans l'heure du crime, vous êtes, je le rappelle, l'un des avocats des parents de Grégory Villemain. Un petit mot, où est-ce qu'on en est dans cette fameuse enquête de stylométrie? Parce qu'il y a un vrai mystère qui plane là-dessus. Écoutez, mi-décembre, ça avance ou pas? Le journal Le Parisien a un scoop. Cette expertise de stylométrie serait là et elle serait vraiment très intéressante. Pas de chance, je vous le dis, parce que légalement, je peux vous le dire. Vous savez que nous sommes... il y a une question de secret de l'instruction. Allez-y, personne ne nous écoute. Mais j'ai le droit, comme avocat des Villemain, de le dire. C'est jugé comme tel, je prends cette précaution. Aujourd'hui, le rapport de stylométrie de cet expert suisse n'est toujours pas au dossier de la procédure. Par conséquent, personne n'en a pris connaissance. Et donc, je ne sais pas d'où le Parisien a tiré cette information, mais je ne peux absolument pas vous dire ce qu'il y a dans ce rapport de stylométrie. C'est impossible. Information spectaculaire, donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas identifié, parlons très clairement, un ou des corbeaux. Absolument pas. Absolument pas. Et je voudrais aussi vous dire que nous sommes très prudents. La stylométrie, c'est quelque chose d'intéressant, vous l'avez très bien développé tout à l'heure, et cela peut permettre de mieux comprendre un texte, bien entendu. Mais de là à valoir preuve criminelle, pardon, nous sommes
extrêmement prudent. Donc d'une part, ce rapport, il n'est pas déposé au dossier. D'autre part, le jour où il le sera, on le prendra de façon extrêmement précautionneuse. Donc que les avocats des Jacob ne s'inquiètent pas, qu'ils ne paniquent pas. On ne va pas demander la mise en examen de leur client parce qu'il y a un rapport de stylométrie qui dit que Madame Jacob aurait tel ou tel style d'écriture. Certainement pas. Nous serons beaucoup plus circonspects. Je voudrais enfin vous dire que le juge Dominique Brault, qui a en charge le dossier, c'est le président de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon. C'est un juge d'instruction expérimenté, très bon juriste, très bien motivé, qui connaît déjà à fond le dossier. C'est aussi un homme prudent. Et par conséquent, la justice, contrairement à ce que dit mon ami Welser, elle ne patauge pas, elle n'est pas aveugle, elle agit de manière rationnelle dans le cadre d'un code de procédure pénale sur la base de charges matérielles qui doivent être sérieuses. D'autant plus que cela fait 36 ans que cette affaire dure, donc on peut se laisser encore quelques mois et quelques temps pour essayer de trouver la vérité. Ne croyez pas que Jean-Marie et Christine Villemin veuillent un coupable à tout prix. Ça n'est pas du tout cela. Jusqu'à leur dernier jour, ils voudront la vérité. La vérité. Pas un coupable, la vérité. C'est ça. Et d'avoir une lumière enfin qui s'éclaire dans ce dossier aussi obscur. Thibaut Solano, journaliste à Marianne et puis auteur du livre La Voix rauque. J'ai parlé de Jacqueline Jacob. C'est un personnage là qui revient à ce moment-là dans l'histoire, mais qui est un petit peu récurrent tout au fil de l'enquête, non ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu qui est-elle, Jacqueline Jacob ? Alors Jacqueline Jacob, c'est en fait la tante de Jean-Marie Villemin, donc c'était la grande-tante du petit Grégory, qui est en couple avec Marcel Jacob, et ils sont apparus dans le dossier très tôt, puisque ils entretenaient une certaine animosité vis-à-vis de Jean-Marie Villemin, qui s'est manifesté de façon assez spectaculaire un soir de Noël 1982, lorsque Jean-Marie Villemin et Marcel Jacob se sont empoignés pour une histoire obscur, anecdotique, de dépassement de voiture un peu scabreux. Et cette nuit-là, ce soir-là, Marcel Jacob a dit à Jean-Marie Villemin: je ne serre pas la main au chef. C'est comme ça qu'ils sont apparus dans le dossier, parce que le mot chef, forcément, est connoté et rappelle les mots du corbeau. Et Jean-Marie Villemin, lors d'un appel que lui a passé le corbeau, a fait une liste de suspects. Il a parlé au corbeau, il a dit: est-ce que lui-même il a dressé Jean-Marie Villemin qui qui enquêtait avant même que le drame de l'assassinat arrive. Il voulait déjà savoir qui le harcelait au téléphone, et il a dressé auprès de ce corbeau une liste de 4 noms pour dire: est-ce que tu es l'un de ces 4-là? Et dans ces 4 noms, il y avait déjà, donc en 1983, il y avait déjà Marcel Jacob. Donc le couple Jacob apparaît en fait assez tôt dans le dossier. Apparaît en fait, encore un petit mot, est-ce qu'on a une chance avec la stylométrie, maître? Peut-être c'est un espoir quand même si vous dites aujourd'hui pour l'instant on ne sait rien, mais c'est un espoir. Je pense qu'un rapport de stylométrie qui désignerait quelqu'un comme l'auteur d'un courrier ou de plusieurs courriers, ce serait un indice intéressant. Voilà. Mais qu'il faudrait conforter par des preuves notamment plus sérieuses. L'ancien avocat de Bernard Laroche, maître Welser, va encore ajouter, je cite, que seule une preuve scientifique incontestable comme de l'ADN pourrait éventuellement être utile. L'ADN et de nouvelles expertises, c'est ce que demandent aujourd'hui les parents de Grégory. L'affaire Grégory, la science, seule chance d'accéder à la vérité. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Au programme, ce soir, de l'heure du crime, l'affaire Grégory et ses derniers rebondissements. Toute une série d'expertises scientifiques et techniques destinées à briser le secret. Identifier le corbeau, mettre un visage sur un assassin. Les recherches ADN sont relancées. Il y a 20 ans, dès l'année 2000, l'ADN fait son entrée dans le dossier Grégory. À l'époque, l'analyse est désormais possible d'un demi-timbre d'une lettre postée en 1983 et sur lequel a été déposée un peu de salive qui serait celle du corbeau. Après 1 an d'attente et d'expertise, cet espoir tombe à l'eau. L'ADN du timbre est inexploitable, la procédure est close, un non-lieu prononcé le 11 avril 2001. L'ADN, pourtant, ne va cesser de ressurgir au fil des relances de l'enquête. Les avocats des parents déposent un rapport d'expertise privée établi par un expert de l'Institut de police scientifique de Lausanne. Le 22 octobre 2009, 2 profils, un masculin, un féminin, apparaissent sur un timbre de lettre du corbeau, mais à nouveau
le château de cartes s'écroule. L'ADN ne correspond à aucune des 150 personnes apparaissant dans le dossier. Le feuilleton de l'ADN, le fil le plus sûr pour remonter jusqu'au coupable, est toutefois loin d'être terminé. Le 20 octobre 2010, la justice ordonne des expertises qualifiées de dernière chance. Au programme notamment des recherches ADN dans les fibres des cordelettes ayant servi à ligoter Grégory et sur un cheveu retrouvé sur le pantalon de l'enfant. Le procureur général de l'époque, Jean-Marie Benet, annonce qu'il n'a pas été possible d'extraire de l'ADN du nœud des cordelettes. Quant aux cheveux, il recèle bien un ADN mitochondrial, un ADN maternel, mais qui ne correspond à aucune personne connue dans la procédure. On tourne en rond. Toutes ces données sont toutefois compilées dans le logiciel informatique Anacrim, exploité par la gendarmerie nationale. Le 16 décembre dernier, les avocats des parents de Grégory, maître Chastan-Morand, Saint-Pierre et Moser, présentent devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon de nouvelles demandes d'actes. Une requête destinée cette fois à exploiter l'ADN de parentèle, technique qui permet de remonter à travers une trace vers des membres d'une même famille via des gènes héréditaires, une méthode révolutionnaire développée par le capitaine de gendarmerie Emmanuel Famhoy. Les avocats des parents souhaitent que 9 traces ADN qui n'ont pas parlé sur le pantalon, le pull-over et l'anorak de Grégory, mais également sur des courriers anonymes et sur l'embout en plastique d'une seringue retrouvée sur le lieu du crime, que ces 9 traces soient soumises à la technique dite de la parentèle. Jean-Marie et Christine Villemain demandent encore que soit prélevée l'empreinte génétique de 37 personnes. Maître Saint-Pierre, ce soir, notre invité dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime, avocat des parents Villemain. Où est-ce qu'on en est de cette demande qui est récente, 16 décembre, c'est pas vieux? Alors, nous avons réuni dans une demande l'ensemble des investigations qui nous semblaient devoir être faites à la fin de l'année 2020, dans un document de synthèse. Selon la procédure applicable, le juge Brault a provoqué la tenue d'une audience devant la cour d'appel qui a eu lieu mi-décembre. C'est l'usage. C'est la procédure et le juge est très précautionneux pour éviter tout recours en annulation par la suite. Donc il vaut mieux prendre toutes les précautions procédurales. Donc nous avons eu cette audience. Lors de cette audience, le procureur général de Dijon a exprimé son point de vue et globalement est d'accord avec toutes nos demandes. C'est à la fin du mois de janvier, le 27 janvier, que la chambre de l'instruction va se prononcer. Elle va rendre un arrêt, une décision, et elle va décider quels seraient les actes d'investigation, les expertises qui vont être ordonnés. Donc c'est très important. Nous sommes en fait à la fin de cette formidable enquête et par conséquent il fallait réunir de manière synthétique tout ce qui doit peut être encore fait. Donc fin janvier, la cour d'appel va prendre cet arrêt et décider cela. Alors vous avez de bonnes chances sans doute de l'obtenir, en tout cas parce que de toute façon c'est quasiment la dernière chance d'avoir la vérité dans ce dossier. Un petit mot sur l'ADN de parentèle, ça c'est un véritable espoir parce que on a trouvé plein d'ADN qui ne correspondent à personne finalement, il faut expliquer ça. Oui, bien sûr. Vous savez, la police scientifique, on le disait tout à l'heure, évolue considérablement. Depuis les années 80, c'est extraordinaire, on est passé d'un monde à un autre. L'ADN de parentèle a récemment permis l'élucidation du meurtre de Madame Élodie Kulik dans les Hauts-de-France et la gendarmerie a mis en place ces techniques d'enquête. Donc à chaque fois nous avons de nouvelles techniques d'enquête qui permettent d'élucider le passé. Mais c'est vrai pour les affaires criminelles, c'est vrai en archéologie et c'est un peu le même esprit. Ça n'est pas parce que tant d'années ont passé qu'il faut perdre espoir. Il s'agit d'un atroce assassinat d'un enfant. Il est parfaitement légitime que toutes les nouvelles techniques d'enquête criminelle soient mises en œuvre pour résoudre l'énigme. Encore une question, Maître Saint-Pierre. Je le disais dans le récit, Jean-Marie et Christine Villemain demandent que soit prélevée l'empreinte génétique de 37 personnes, 37 nouvelles personnes. À quoi ça sert ? Alors, cela résulte d'une analyse des différentes personnes qui ont pu apparaître au cours de l'enquête, dont les profils n'avaient pas été investigués. La justice, la cour d'appel de Dijon, va faire le tri, va examiner cela. Mais je pense qu'elle va ordonner les investigations nécessaires. Sur le détail, je ne vous en dirai pas plus, parce que là, pour le coup, on est au cœur des investigations.
Et je vous le redis, comme avocat des parties civiles, j'ai le droit de dire tout ce qui est important pour leur défense, mais je ne dirai rien des investigations qui concrètement vont être mises en œuvre. C'est une évidence. Je vous suis et je vous comprends tout à fait, maître. C'est sûrement, évidemment, pour rapprocher des profils. On se doute bien qu'il y a des profils rapprochés de cousins, de parents, etc., à droite, à gauche, dans cette région. Et c'est effectivement pour rapprocher sans doute toutes ces personnes. Thibaut Solano, journaliste à Marianne, je voudrais qu'on fasse un petit détour parce que dans ces expertises, il y a aussi une fameuse lettre. C'est la lettre Corinne, qui n'a pas été exploitée comme elle aurait dû l'être. C'est une lettre, je le précise, qui n'a pas été envoyée à la famille, qui avait été envoyée en août 1985. On est donc après la mort du petit Grégory, au juge Lambert. C'est bien ça ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre ? Alors, de mémoire, c'est une lettre qui, en fait, renforce la thèse de l'enlèvement par Bernard Laroche et avec la complicité passive ou active de Muriel Boll. Et donc, cette Corinne a été cherchée pendant des années et des années par les enquêteurs comme étant peut-être une camarade de classe de Muriel Boll qui aurait voulu apporter un témoignage plus ou moins anonyme, et en fait cette piste n'a mené nulle part, et si je dis pas de bêtises, il me semble qu'au contraire des expertises ont plutôt orienté l'enquête vers Monique Villemain, comme si elle avait écrit cette lettre pour induire en erreur le juge. C'est ça, donc ça serait une espèce de piège, hein. En gros on aurait essayé de dire, voilà, de porter l'attention sur Muriel Boll, hein, en disant voilà, donc elle m'a fait ses confidences, etc. C'est Corinne, j'ai 16 ans, mais on ne trouve pas cette Corinne, c'est bien ça. C'est ça. On va essayer d'avoir comme ça une mystification autour de l'enquête. Et beaucoup d'énergie a été dépensée pour trouver cette Corinne. Et beaucoup d'énergie. Effectivement, on a fait, je crois que les gendarmes ont couru les écoles du coin, etc. Et les 4 coins de la France, je crois. Ouais. À ce point-là, pour essayer de retrouver la fameuse Corinne. Maître Saint-Pierre, il y a toujours aujourd'hui des lettres anonymes, ou bien ça s'est arrêté, ça, je ne parle pas des appels, hein, mais mais les avocats reçoivent souvent des courriers anonymes sans intérêt. Ici, nous faisons toujours attention. Je parle dans cette affaire. Oui, nous en recevons parfois, mais je ne veux pas plus en parler pour ne pas encourager d'autres personnes à nous ensevelir sous des courriers pareils. La plupart du temps, ça ne présente aucun intérêt. Moi, je veux dire que les gens qui savent quelque chose sur cette affaire, eh bien, qu'ils s'adressent à la justice et qu'ils donnent leur identité. Et la justice sait les protéger s'il le faut. Encore que dans cette histoire, je ne vois pas pourquoi des témoins seraient mis en danger maintenant. Je pense que couvrir d'un secret de famille comme cela des informations sur l'assassinat d'un enfant, c'est tout simplement honteux. C'est une honte. Voilà. Il n'y a aucune raison de conserver de tels secrets sur l'assassinat de cet enfant. Difficile de savoir si ce secret sera levé, ce que donneront ces expertises, coup d'épée dans l'eau, coup de théâtre. Les réponses ne se feront sans doute connaître que dans plusieurs semaines ou plusieurs années. Nouvel espoir pour les parents de Grégory d'approcher la vérité. L'affaire Grégory, 36 ans d'attente quand la science conduit les investigations. C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Grégory et ses dernières et peut-être ultimes avancées. L'enquête est désormais entre les mains des spécialistes scientifiques, des experts en ADN, graphologie, stylométrie, davantage que sur le terrain, un dossier porté à bout de bras par les parents du petit garçon. Christine et Jean-Marie Villemain se raccrochent aujourd'hui à tous les éléments qui pourraient éclairer le mystère de la Vologne. Ce sont eux qui, ces dernières années, ont remué ciel et terre pour faire rebondir une procédure au bord de l'enlisement, une enquête débouchant sur des impasses successives et son lot de blessures. Juin 2017, dans le bureau de Claire Barbier, alors présidente de la chambre de l'instruction de Dijon, les Villemain apprennent de la bouche de la magistrate que Monique Villemain, mère de Jean-Marie, sait beaucoup de choses, mais ne dit pas tout. Monique Villemain serait également l'auteur d'une lettre anonyme tardive adressée au juge Simon, qui avait repris l'affaire. De quoi attrister Jean-Marie Villemain, mais pas de le surprendre.
Monique Villemain a toujours refusé de lui répondre sur l'affaire, comme elle a toujours gardé le silence devant les enquêteurs. Savait-elle qui a tué l'enfant ? Elle ne pourra jamais le dire. Elle est partie avec ses secrets à 88 ans au mois d'avril 2020. Je pense que Monique savait certaines choses en ce qui concerne le crime de Grégory. Elle aurait pu faire certaines révélations, mais elle ne l'a pas fait pour des raisons qui lui appartiennent, dit alors Thierry Moser, l'un des avocats des Villemain. Christine et Jean-Marie Villemain sont aujourd'hui âgés de 57 et 59 ans. Ils ont refait leur vie loin des Vosges, dans l'Essonne. Christine travaille à mi-temps dans une maison d'édition. Jean-Marie, reconverti dans l'immobilier, est en pré-retraite. 3 enfants, depuis longtemps une nouvelle existence, mais la volonté farouche de savoir qui a assassiné Grégory. Maître François Saint-Pierre, vous êtes l'avocat de la famille Villemain et vous êtes en contact évidemment fréquent avec eux et permanent dans ce dossier. Vous confirmez cette volonté, même si la page est difficile à tourner, cette volonté d'avoir la lumière, la vérité ? Je crois que Jean-Marie et Christine Villemain, jusqu'à leur dernier jour, voudront la savoir. Et depuis des années, ils ont sollicité de leurs avocats de continuer le combat pour eux. Lorsque la justice a prononcé un non-lieu très motivé, démontrant l'innocence de Christine, la question s'est posée de savoir s'il fallait poursuivre ou pas. Et bien sûr qu'ils ont voulu que cela poursuive. Ils ont bénéficié à l'époque de l'aide extraordinaire de Thierry Moser, de Marie-Christine Chastan-Morand, leurs 2 avocats historiques, les premiers. René Garot est décédé il y a quelques années, et grâce à leur ténacité, la procédure a pu être rouverte. Mais comme vous le disiez, Jean-Alphonse Richard, souvent on ouvre une procédure, on tombe dans une impasse, en fait, il faut recommencer. Cette obstination-là, cette ténacité, elle est légitime. Quel parent pourrait admettre de laisser tomber une procédure judiciaire lorsque la justice veut chercher la vérité? Mais ce n'est pas possible, bien entendu qu'ils iront jusqu'au bout. Il y a quelques années, Thierry Moser, qui pressentait qu'il prendrait sa retraite, car les années passent, m'a demandé de les rejoindre. Donc nous travaillons en équipe avec eux. Et c'est comme cela que j'ai fait la connaissance de Christine, de Jean-Marie. Et dans la carrière d'un avocat, on rencontre tant de personnes. Il y a 2 visages dont je me souviendrai toujours. Celui de Christine, celui de Jean-Marie, la première fois que je les ai rencontrés. Voilà. Ce sont des gens qui ont tant souffert, qu'ils sont vraiment formidables et merveilleux de vouloir toujours, pour la mémoire de leur enfant, mais pour notre mémoire à tous, découvrir la vérité. Thibaut Solano, je crois que vous aviez rencontré les parents Villemain pour l'écriture de votre ouvrage, il me semble. Alors, disons que moi je suis toujours resté assez discret sur les personnes que j'ai pu rencontrer dans cette affaire. En tout cas, vous les avez approchés par la voie littéraire, si je puis dire, et à regarder un petit peu ce qu'ils avaient pu faire. Vous êtes d'accord avec cette ténacité tout de même, cette volonté de pousser les portes, même quand les portes vous reviennent dans la figure? Oui, bien sûr. Si on se met à leur place, d'abord il y a l'assassinat d'un enfant. L'épreuve la plus terrible qui soit. Ensuite, il y a assassinat d'un enfant pour une obscure raison de vengeance. Est-ce qu'il y a un seul équivalent dans la criminalité française d'un enfant tué pour des raisons de vengeance, peut-être sordide, vengeance familiale, oui. Et ensuite, il y a un 3e point, c'est que Christine Villemain a été accusée, soupçonnée à tort de l'assassinat de son propre fils, qu'elle a fait quelques jours de prison pour ça, qu'elle a été plongée dans une sorte d'enfer médiatique, elle a été surexposée, et toutes ces raisons font que forcément, je pense que pour Jean-Marie et Christine Villemain, ça fait partie aussi d'une raison de vivre, non pas de réparer ça parce que c'est irréparable, mais au moins d'avoir la vérité, d'avoir des questions, des réponses à ces questions, après avoir subi le pire à ce triple titre, en fait. C'est ça, ouais. Que pensait Thibaut Solano? Juste une petite parenthèse, on revient sur les lettres du Corbeau. Il y a cette fameuse dernière lettre là, du Corbeau au juge Simon. Elle est significative ou pas, cette lettre? Ou c'est un copycat, enfin, énième copycat? Alors pour moi, franchement, je pense que les 4 lettres qui sont importantes, ce sont les 4 lettres envoyées entre le printemps 1983 et le 16 octobre 1984.
84. C'est ça. Ce sont ces 3 lettres qui sont vraiment envoyées dans ce contexte-là, dans ce contexte de menace, de harcèlement téléphonique, épistolaire, et qui contiennent en fait cette haine qui s'est exprimée de manière aussi terrible. Ça, les les lettres authentiques, ce sont celles-là. Voilà, ce sont vers celles-là qu'il faut regarder, je pense. On est d'accord. Maître François Saint-Pierre, 36 ans d'enquête, c'est très très long, c'est interminable. Est-ce que on a raté plein de choses? Est-ce que c'est mal parti cette enquête pour que on en arrive aujourd'hui en train de continuer à faire des expertises? Qu'est-ce qui a pas marché pour qu'on en soit là aujourd'hui et que les parents continuent à souffrir? Je pense qu'à l'époque, les enquêtes criminelles se conduisaient essentiellement sur la base d'auditions de témoins, de suspects. Et par conséquent, ces auditions étaient difficiles à réaliser dans un tel contexte. C'est ce que les gendarmes ont toujours dit. Ils se sont heurtés à un mur. Personne ne voulait parler. Une omerta. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, le juge Lambert, jeune juge inexpérimenté à cette époque, assez seul, qui n'a pas pu compter sur le procureur du tribunal, sur le ministère public, ni sur la cour d'appel. Absence totale du parquet à l'époque, il faut le souligner. A commis des erreurs. Je ne l'accable pas. Je dis que ces erreurs ont plombé le dossier malheureusement. Troisième chose, la police judiciaire, sous les ordres du commissaire Corazzi de Nancy, a tout fait pour concurrencer et de manière déloyale la gendarmerie. Et cette guerre gendarmerie-police a abouti à de nouvelles erreurs. Donc nous voici avec l'incrimination de Christine, accusée du meurtre de son enfant, incarcérée avant que la cour d'appel ne la libère et ne l'innocente. Voilà les raisons pour lesquelles tout a été compliqué, si compliqué. Tous les deux, en un mot, est-ce qu'on saura qui est le corbeau? Est-ce qu'on connaîtra la vérité dans cette histoire? En un mot, parce que l'émission est quasiment terminée. Moi, je vous réponds, constance et détermination. Thibaut Solano? En un mot, j'espère. J'espère. Merci beaucoup, maître François Saint-Pierre et puis Thibaut Solano, journaliste, d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacré à l'impossible vérité de l'affaire Grégory et les nouveaux espoirs de la science. Grégory, 36 ans de mystère, émission préparée par Justine Vignot et Marie Bossard, Marc Bisset à la réalisation. Merci à toute l'équipe, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.